Guillaume Gomez, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci de nous consacrer de votre temps. J'espère que vous avez passé un bel été. Et en cette rentrée, nous sommes heureux de vous accueillir. J'aurais voulu commencer par une citation d'Albert Einstein. Un jour, on lui posait la question de savoir qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. Je me refuse à croire en la liberté et en ce concept philosophique. Je ne suis pas libre, mais tantôt contraint par des pressions étrangères à moi, ou tantôt par des convictions intimes. Et vous, Guillaume Gomez, qui êtes-vous? Qui je suis? Je pense qu'on est le fruit justement de ses propres choix, comme peut le définir Albert Einstein. On est le fruit également des rencontres que l'on fait et on est le fruit des décisions que l'on prend au fur et à mesure d'une carrière. Donc j'ai aujourd'hui 43 ans, j'ai passé une grande partie de ma vie dans les cuisines, derrière les fourneaux, au contact des producteurs, au contact des artisans. Et donc je suis aujourd'hui la somme de toutes ces choses, heureux, accompli dans mon travail et ce qui m'amène aujourd'hui un auteur de livres de cuisine. Exactement, et félicitations. En effet, nous allons parler de votre dernier livre que vous avez publié le 19 novembre 2020 à la table des présidents. J'en reparlerai tout à l'heure. Quel serait l'adjectif qui vous caractérise le plus? Elles sont compliquées vos questions au petit déjeuner. Non, un adjectif, ce qui me caractérise, y a plusieurs choses qui me caractérisent. Alors c'est le travail avant tout, parce que je pense que on n'arrive pas là où j'en suis, chef de cuisine, aujourd'hui représentant du président pour la gastronomie et l'alimentation, sans énormément de travail. Il y a eu beaucoup de travail. J'utilise le mot travail, souvent les gens définissent ça un petit peu comme un sacrifice. Moi je ne pense pas que le travail ce soit du sacrifice, au contraire. Le travail c'est de la construction, le travail c'est la satisfaction du devoir accompli et donc c'est tout ce temps que j'ai pu passer au contact une fois de plus de nos producteurs, au contact des chefs qui m'ont transmis leur savoir, au contact de celles et ceux de mes collaborateurs avec lesquels j'ai pu travailler et transmettre à mon tour et je pense que c'est ce qui me définit aujourd'hui, c'est une volonté d'avancer, une volonté de jamais rester sur ses positions et de toujours vouloir sortir un petit peu des sentiers battus et surtout agir. Agir. Ça tombe très bien parce que nous sommes dans le cercle Devenir pour agir. Voilà. Donc c'est parfait. Devenir pour agir est un cercle d'anthropologie et d'anthropologie de philosophie. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. La cuisine, c'est l'amour de quoi? La cuisine, c'est un tout en fait, puisque la cuisine, c'est déjà l'amour de l'autre, l'amour de la gourmandise, l'amour du travail aussi. Mais vous savez, la cuisine, on la fait pas pour soi, on la fait rarement pour soi. On la fait surtout pour l'autre, on la fait pour un instant, on la fait pour définir un moment, et on la fait justement pour partager quelque chose. C'est en même temps de la convivialité, c'est en même temps du partage, c'est tout dans la cuisine. Ce sont des mathématiques, c'est de la géographie, c'est de l'histoire. Ça raconte beaucoup de choses à travers un repas, à travers un menu, à travers un moment passé à table. Beaucoup de choses se passent, donc la cuisine, c'est un petit peu une synthèse de tout ça. J'allais exactement vous poser la question. Vous avez commencé à y répondre. Autour de la table, il se passe beaucoup de choses. On n'a pas les mêmes discussions en marchant dans la rue, alors qu'on a on regarde dans la même direction, alors qu'à table, nos regards se croisent. La cuisine est-elle fédératrice? Vous qui êtes ambassadeur. Je le pense encore plus aujourd'hui, dans des temps un petit peu bousculés, où on sort de la pandémie, où on est encore dans la pandémie, mais on sort d'une période où les gens n'ont pas pu se rencontrer, où les gens n'ont pas pu partager. Les gens se sont rendus compte, s'il y avait besoin, que ce moment de la table est un moment privilégié, est un moment important, mais pas juste au restaurant. Le fait de partager quelque chose, le fait de réfléchir à ce que l'on va manger, c'est aussi une typicité française. Vous savez que le repas gastronomique des Français est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO et c'est un plus français, ce repas. Et si beaucoup de sujets peuvent diviser les hommes, la table réunie au sein d'une famille, au sein d'une entreprise, au sein d'une société. Le principe même de commensalité, c'est le fait même de faire société. On se réunit autour d'une table, on passe un moment ensemble, on fait attention à sa santé, on fait attention à la santé de l'autre.
et encore plus aujourd'hui, les enjeux qui sont les enjeux environnementaux. On fait attention à la santé de la planète. Donc tout ça, ça se passe à table. Et alors vous qui êtes, Guillaume Gomez, qui êtes devenu depuis quelques mois représentant personnel du président de la République, Emmanuel Macron, quelle définition donnez-vous à la cuisine française? La cuisine française, c'est vraiment, vous savez, à travers la cuisine, ce sont les valeurs de la France. C'est liberté, égalité, fraternité, du partage, de la transmission, de la valorisation de la valeur travail, bien sûr, mais de toutes celles et ceux qui font ce terroir et ce territoire, de nos producteurs, de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, de nos éleveurs, de tous nos artisans des métiers de bouche, nos vignerons, nos pâtissiers, nos sommeliers, les arts de la table. C'est tout ça la cuisine, c'est tout ça la table. C'est tout ce qu'on met en avant et c'est ce qui définit la cuisine française à l'international. C'est pas tant les Français qui en parlent, ce sont déjà les étrangers. Vous savez quand même que, notamment pour les touristes américains, les touristes anglais, 80% disent venir pour un moment de gourmandise. Oui, Ça peut c'est être ça. pour le champagne, pour le fromage, pour le pain au chocolat, peu importe, ou les grands restaurants, ou les bistrots, ou la baguette française. Mais en tout cas, la France est connue et reconnue à l'international pour ce savoir-faire et ses savoir-faire autour de la gastronomie française. D'accord. Et alors, comment réagissez-vous à cette citation d'Anatole France qui définit la cuisine française de la manière suivante? Et après, vous réagirez, voilà ce qu'il souligne. La cuisine française est la meilleure du monde. Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres lorsque l'humanité plus sage mettra le service de la broche au De service, l'épée, au-dessus au-dessus du du service de de l'épée. l'épée. Oui, je connais cette citation d'Anatole France parce qu'elle définit bien, une fois de plus, vous savez, on a cette maxime au Club des chefs, qui est le club qui réunit les chefs de cuisine des chefs d'État. Si la politique divise les hommes, la table les réunit. Donc, vous voyez, tout est dit. En effet, à partir du moment où on accepte déjà de passer un moment ensemble, on accepte l'autre. C'est On ça. accepte d'échanger, on accepte de ne pas être d'accord, on accepte de discuter. Et à partir du moment où on va partager un mets ensemble, bah, c'est déjà un pas vers l'autre. Et forcément, ça apaise énormément de tensions et ça ouvre les champs des possibles sur beaucoup de possibilités C'est de ça. discussion. Alors quand j'ai regardé et lu votre livre à la table des présidents, j'ai été très sensible au cœur que vous mettez, à votre cœur. C'est une histoire finalement, la cuisine est un art et il n'y a pas d'art sans sentiment et sans émotion. Quelle est la place du cœur dans la cuisine? C'est important parce qu'une fois de plus, vous ne faites pas la cuisine pour vous, vous faites la cuisine pour l'autre. Alors peu importe que ce soit dans le cadre familial, dans le cadre amical ou comme au Palais de l'Élysée, dans le cadre prestigieux d'une réception officielle ou les gens qui viennent manger à l'Élysée. Alors dans ce livre, on retrace les menus de toute la Ve République, un petit peu plus il y a le menu d'Élisabeth, de la reine Élisabeth avec René Coty, donc le dernier menu de la Quatrième République. Mais c'est avant tout ces gens qui viennent, qui sont reçus par la France. Et le repas d'État, le déjeuner d'État, le dîner officiel est un point d'orgue d'une visite, mais marque surtout un temps gourmand pendant toute cette période. Et c'est forcément du partage, c'est forcément de l'émotion, c'est forcément un temps d'arrêt sur la France. À travers le repas, à travers ces menus, vous voyez le paysage de France, nos dom-toms compris, vous comprenez l'histoire de France, vous comprenez beaucoup de choses sur ce qui a fait la France. Mais alors, Michel Onfray souligne que toute cuisine révèle un corps en même temps qu'un style, sinon un monde. Guillaume Gomez, quel est votre style? Votre patte humaine, si je puis dire. Ouais, je pense que, vous savez, le style, en fait, on croit le définir et en fait, on ne le définit pas, il se définit tout seul et vous êtes le style qui vous a entouré. Je ne crois pas qu'un cuisinier puisse être mis dans une case ou dans une étagère, il n'en sortira pas. Moi, j'ai été formé aux grands classiques de la cuisine française. Mon parcours est celui-ci. Je suis aujourd'hui un des meilleurs ouvriers de France. J'ai travaillé pendant près de 25 ans à l'Élysée, garant d'une certaine tradition française. Mais garant de la tradition, c'est pas tourné vers le passé. C'est aussi ouvert vers l'avenir. C'est la tradition n'est pas en opposition avec l'innovation. Donc, vous savez, on n'a pas un style, on a des styles. Avant tout, la cuisine française, la gastronomie française, elle s'est définie à travers les siècles par son ouverture. Elle a su évoluer à chacune des rencontres qu'elle a pu faire, que ce soit les rencontres humaines, en fonction des voyages, des rencontres de celles et ceux qui sont venus enrichir le pays par leur savoir-faire et leur connaissance, que la découverte de produits. Voilà, on a intégré la pomme de terre, le maïs, la tomate à la grande cuisine française. Oui. On a découvert tout ça. Et quelle est la place
dans cette rencontre avec, avec la cuisine, quelle est la place et votre place de l'interprétation? Parce que vous interprétez, dans votre livre, je voyais, vous mettez votre cœur, vous mettez votre patte humaine, vous Mm. mettez votre interprétation, mais une interprétation peut-elle, si je puis me permettre, trahir un mets, traduire... Peut-être, oui, en effet. Sûrement que à un moment, vous pensez faire une recette. Vous savez, quand je vais manger chez certains confrères, chez des copains, ou quand je découvre un restaurant, même à l'international, la cuisine, c'est pas compliqué. La cuisine, c'est pas quelque chose, c'est pas de l'alchimie. Il faut pas avoir fait de grandes études et comprendre le mélange des saveurs pour que ça devienne complètement autre chose. C'est quelque chose de très basique, de très humain. Et en fait, vous savez, la cuisine, elle ressemble avant tout à celle et à celui qui l'a fait. Et vous vous apercevez que même si vous goûtez quelque chose, si techniquement vous êtes capable de faire la même chose, bah, en fait, vous n'allez pas faire la même chose parce que la cuisine, elle a la patte de celui qui l'a fait. Et qu'est-ce qui fait qu'avec 3 ingrédients, 4 ingrédients, 5 ingrédients, en comprenant les techniques, on ne fera pas le même plat. Mais c'est ce qui se passe au sein d'une brigade. Quand vous avez des cuisiniers, vous donnez les mêmes produits, ils sont dans le même environnement, ils ont les mêmes recettes, et pourtant ils ne vous font pas le même plat. C'est exactement comme la musique, c'est exactement comme tout ça. Comment est-ce qu'avec quelques notes, bah, certains vous font un opéra et d'autres vous font du hard rock, ce sont les mêmes notes de musique. Alors, il y a l'espace, et vous venez d'en parler, il y a le temps. Quelle est la place du temps dans la cuisine? Parce que voilà, il faut quand même C'est aussi... très important. La notion de temps, c'est ce qui définit la cuisine, c'est ce qui rythme nos journées, c'est ce qui rythme les repas, c'est ce qui rythme le cadre des services dans une cuisine. Le petit déjeuner, la collation, le déjeuner, le goûter, le dîner, le souper. Donc le temps est très important. Et en même temps, le retard de chantier chez nous n'est pas possible. C'est-à-dire que quand C'est vous ça. passez à table à 13h, vous voulez déjeuner. Vous voulez pas qu'on vous dise, bah écoutez, pour l'instant c'est pas prêt, ou j'ai pas reçu tel produit, vous mangerez demain. Oui. Non, vous n'avez pas le choix. Il y a une temporalité due à la vie humaine qui fait que l'on doit manger, on doit se restaurer. C'est le principe même d'un restaurant. On doit se restaurer, remettre le corps en marche avec ce qu'il faut. Alors du coup, c'est quelque chose de très important. Dans une brigade de cuisine, le plus grand ennemi, on va dire, c'est le temps. C'est ce qui amène ce stress dans les cuisines, c'est ce qui amène ce stress pendant les services, c'est de le plus vite possible, le plus rapidement possible, dans les moyens qui sont les nôtres, les moyens humains, les moyens financiers et la temporalité, servir les gens comme il faut. C'est vrai, mais alors quelle est la place aussi, une autre notion dans le... Vous parliez du service, une autre notion peut-être de l'élégance. Vous, voilà, vous dressez une table pour des chefs d'État. Quelle est cette place de l'élégance dans votre... L'élégance définit également la gastronomie française. Attention, quand on parle de gastronomie, on ne parle pas gastronomique. C'est pas forcément quelque chose d'élitiste. C'est pas quelque chose forcément Ah oui. de très onéreux. Mais vous savez, quand vous prenez du temps de dresser une belle table, que ce soit pour un pique-nique ou que ce soit dans un grand restaurant étoilé Michelin, vous y mettez du cœur. Donc vous mettez cette élégance avec. On a la chance d'avoir tous ces savoir-faire une fois de plus. Bien sûr, la cuisine, le service, nos sommeliers, nos maîtres d'hôtel, mais également tous ces arts de la table, du nappage aux serviettes, l'argenterie, les couverts, la porcelaine, les verres, tout ce décorum, les fleurs bien évidemment, tout ce décorum autour de nos savoir-faire qui font de ces expériences au restaurant ou ailleurs, d'ailleurs, ça peut être chez un particulier, ça peut être chez vous, ça peut être en entreprise, des moments importants. C'est ce qui définit vraiment cette élégance et cette tradition de la gastronomie française et qui a su s'exporter dans le monde entier et qui a su perdurer aussi à travers les siècles. Et c'est pour ça que lorsque l'on parle de tous ces phénomènes de cuisine fantôme, Oui. de nourriture, je ne sais pas si on peut appeler ça de la bonne ou mauvaise nourriture, moi je ne consomme pas, donc je ne critiquerai pas, mais c'est un fait de consommer, de pouvoir s'alimenter, qui n'est pas le modèle de la gastronomie française. Vous passez à table. Si vous venez manger, vous êtes invité, vous venez manger chez quelqu'un et qu'en fait on ne porte pas cette attention à mettre une table, et peu importe les codes, ça peut être moderne, ça peut être avec C'est du ça. nappage, ça peut être sans nappage, peu importe. Mais en tout cas, c'est de passer un moment ensemble. C'est pas juste on a commandé à manger, et on mange et on ne prête pas attention à ça, ou on mange debout, ou on mange sur le trottoir. Voilà, c'est vraiment prendre du temps et donner de son temps à l'autre et à l'importance que l'on a de passer à table. Alors, il y a plusieurs questions qui se révèlent à travers vos propos hyper intéressants. Vous parlez de savoir-faire. Pour savoir-faire, faut-il d'abord savoir-être? Je pense que ça va ensemble. C'est-à-dire que lorsque, vous savez, moi je suis issu du monde de l'apprentissage et c'est le message aujourd'hui que
les formateurs essayent de passer, c'est que le savoir-faire va avec le savoir-être. C'est-à-dire que déjà, si vous rentrez dans un restaurant, qu'on ne vous dit pas bonjour, que vous êtes mal accueilli, déjà vous avez une opinion qui va être défavorable Oui. du lieu. Et je pense que ça fait partie, avec le savoir-vivre, tout simplement, d'une certaine éducation. Vous avez employé le mot élégance, je pense que ça fait partie de l'élégance. Et ça ne veut pas forcément dire quelque chose de très guindé, avec beaucoup de superlatifs. Un accueil, un sourire, C'est ça. comprendre l'autre, comprendre est-ce qu'à la table ils veulent qu'on passe beaucoup de temps avec eux, est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on passe du temps avec eux. Tout ça, c'est un savoir-être. Et ça s'apprend, ça s'acquiert avec le temps. C'est du mimétisme au départ, Oui. on copie ce qu'on apprend de nos maîtres d'apprentissage, et ensuite ça vient avec le temps. Au fur et à mesure que votre savoir-faire s'intensifie, le savoir-être s'intensifie également. Et je vais même plus loin, ce savoir-être, il fait partie de votre savoir-faire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, Ça c'est en ça. fait partie. C'est ce qui définira l'ouvrier, le technicien que vous êtes. Ça va avec. Et la place du regard aussi, parce que savoir-être, savoir-faire, quand vous servez un dîner, le regard est hyper important dans le service, pour l'attention, l'attente des autres. Tout est important, j'ai envie de vous dire, tout est Mais c'est ça. important. Le regard, le bruit, l'ambiance, l'atmosphère, tout. Et ce qui fait que vous apercevez que vous êtes avec des grands professionnels en face de vous, que ce soit pour les maîtres d'hôtel, les maîtres de salle, les directeurs d'hôtel, c'est justement ce côté présence effacée. C'est ça. Est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on le sent pas? Est-ce qu'on sait qu'il est là quand on a besoin de lui? Est-ce qu'on s'aperçoit même pas qu'on a été servi si on n'avait pas envie de s'en apercevoir? C'est ce mélange de tout ça. Oui. Alors je voudrais peut-être une dernière question avant d'aborder un autre point. Il y a un mot que vous avez utilisé tout à l'heure qu'on n'utilise que très peu maintenant malheureusement, à savoir le souper. Oui. Vous parliez de dîner, donc de petit déjeuner, déjeuner, dîner et souper. Pourquoi ce mot Bah, il fait partie de fait-il notre. partie? Et puis Il malheureusement, fait partie aussi de la culture française. Quand il y a un souper, ça pourrait être défini comme un dîner après autre chose, après un spectacle, après les gens qui vont au théâtre, qui passent un moment ensemble, une représentation, peu importe. Bah voilà, on soupe, c'est plus tard qu'au dîner. et Voilà. vous l'utilisez encore ce mot-là? Alors Il moi je s'utilise. l'utilise Mais je parce trouve que ça génial, ça hein, peut m'arriver de sortir et d'aller dîner très tard si vous Oui, préférez. Voilà, voilà. mais c'est un souper. Normalement, vous savez, c'est pas tout à fait dans la définition même des différents temps, on va dire, gastronomiques que l'on peut avoir dans la journée. Le souper commence toujours par une soupe ou un consommé ou un Voilà. bouillon. Voilà. Un Donc bouillon, oui, c'est ça. on va d'abord restaurer un peu le corps et réouvrir l'appétit, et puis ensuite passer à table. Voilà, quelque chose de léger, quoi, pour Bah, pas commencer. forcément, Pas mais forcément. bah non, parce qu'en fait, vous avez un plat de plus. Vous commencez par un bouillon, par quelque chose qui va vous remettre en appétit, et ensuite vous pouvez dîner. Et ça peut durer très C'est ça. longtemps. Mm. Les soupers peuvent terminer très tard. Oui. C'est pas une collation frugale avant d'aller au lit. Un souper, c'est pour entamer une soirée qui a commencé très tôt et qui va finir D'accord. très tard. Ah oui. Alors Guillaume Gomez, un autre domaine, alors vous avez écrit à la table des présidents en 2020, et le grand philosophe Norman Baillargeon a écrit en 2017 à la table des philosophes. Ah, Et je trouve ça génial. Et alors je voudrais vous poser plusieurs questions, parce que quand j'ai lu ce livre à la table des philosophes, il pose plusieurs questions, enfin il réagit sur plusieurs questions. Il dit donc il y a une philosophie de la nourriture, et il parle du concept phénoménologique, éthique, et d'autres concepts dont je vais vous poser plusieurs questions. Alors concernant l'éthique, faut-il servir, alors c'est la question qu'il pose, mais il ne donne pas de réponse, hein. C'est pour ça que j'attends une réponse de votre part. Faut-il servir toutes les viandes à table? Est-ce qu'il y a des viandes royales, des viandes élégantes qui finalement... parce que c'est une question éthique en fait, la chasse, on chasse quel alors, gibier, vous savez, etc. dans le principe même de la philosophie, c'est qu'on n'apporte pas de réponse, on apporte des nouvelles questions. On a bien évidemment un modèle de dîner et de déjeuner français qui évolue avec le temps, et je pense que ce qui définit déjà notre gastronomie, c'est qu'elle est ouverte, ouverte à la discussion, ouverte C'est ça. sur l'Europe, tournée vers le monde, et qu'elle peut évoluer. Aujourd'hui, c'est pas d'imposer de la chasse à celles et ceux qui ne veulent pas manger du gibier. C'est qu'aujourd'hui, on a des grandes recettes de tradition française à base de gibier. On a des grandes régions françaises, Oui. l'Alsace, la Sologne, voilà, qui sont des terroirs de chasse. Et qui, voilà, maintenant, si on ne le souhaite pas, la gastronomie française est assez, on va dire,
éclectique pour vous proposer autre chose. Oui. Voilà. Après, les mets, pour répondre à votre question, ce qu'on servait à la table des rois Voilà. n'est pas forcément la cuisine qu'on sert aujourd'hui, mais vous savez, la cuisine, elle a évolué. On ne sert plus la cuisine qu'on servait il y a 90 ans, tout simplement parce que plus personne la mange. Vous ne restez plus 6 heures à table, plus personne. C'est sûr, oui. Donc forcément, la cuisine n'est pas la même. La cuisine servie n'est pas la même. Et alors, il pose une autre réflexion, à savoir le côté esthétique. Est-ce que la cuisine est-elle un art au même titre pour vous que la musique ou la peinture? Vous savez, l'art, ça se définit surtout par les émotions que les gens en ressentent. Il y a des gens qui vous diront la peinture, ouais, est-ce que c'est un art? Moi, ça me fait rien. Bon, bah voilà, enfin, vous pouvez pas ni discuter, ni chercher à changer, ni vous pouvez donner votre avis. Mais donc, je pense qu'il faut laisser aussi, une fois de plus, la liberté à chacun du rapport que l'on peut avoir à la nourriture. Quel moment est-ce que vous passez quand vous passez à table? Émotionnellement. Est-ce que cette cuisine, est-ce que ce moment passé vous amène quelque chose qui vous transporte, qui vous fait que des années plus tard, vous vous souvenez encore des saveurs, des goûts, avec qui vous étiez, exactement sur le même principe que lorsque vous écoutez de la musique, lorsque vous pouvez regarder un film, lorsque vous pouvez lire un livre? Quelle émotion? Vous n'avez pas la même émotion en lisant un livre qu'en lisant un programme télé. Pourtant, vous faites la même chose. Vous lisez. Oui. À quel moment l'émotion n'est pas la même? Est-ce qu'il y en a un qui est du domaine de l'art et pas l'autre? La cuisine, c'est exactement la même chose. Vous vous alimentez plusieurs fois par jour. C'est après respirer, c'est ce que vous faites le plus. Voilà. Sans nous en apercevoir. On n'en Sans prend même pas vous en conscience. apercevoir. Et Donc oui, voilà, tout le monde, tout le monde. les animaux, C'est les ça. humains, tout le monde mange. Bon. Maintenant, à quel moment est-ce que ça devient de l'art? C'est très subjectif. C'est à quel moment est-ce que ça vous apporte de l'émotion au-delà de le moment, on va dire, obligatoire pour la vie? Oui, alors vous avez fait la transition avec un autre domaine de ce livre, à savoir le domaine épistémologique, donc toutes les expériences. À l'instant, vous venez parler du goût. Ce philosophe Norman se pose la question de savoir le goût en cuisine, doit-il être éduqué? Peut-on parler d'une éducation au goût? Oui, Vous ça qui vous clairement. occupez beaucoup d'étudiants, de jeunes. Clairement. C'est-à-dire que ça ne s'invente pas. Si vous avez jamais mangé, je sais pas, tel ou tel mets, ça va être quelque chose de très compliqué de l'apprécier. Du moins de l'apprécier tout de suite. Si vous n'avez jamais bu de vin, votre premier verre de vin, vous trouvez ça imbuvable. Vous n'avez jamais bu de café, votre premier café, vous trouvez ça imbuvable. Qu'est-ce qui fait que vous allez aimer? Ça va être également une éducation. C'est pareil pour tout. Le poisson, la viande, les légumes, voilà. Alors il y a des choses qui ont un petit peu moins on va dire, de typicité. Donc ça fera qu'en effet, ça ressemble un petit peu à. Vous allez pouvoir vous habituer. Mais clairement, il faut l'éduquer. Déjà, il faut éduquer son goût à quelque chose de non uniforme. Il faut être curieux, il ne faut pas avoir toujours les mêmes assaisonnements, il faut travailler sur les pH, qu'est-ce qui est acide, qu'est-ce qui est amer, voilà, comment est-ce qu'on va travailler sur tout ça, les différentes saveurs, et ensuite être curieux et découvrir. Et découvrir, ça ne veut pas dire adorer tout de suite. Oui. Il faut du temps. Enfin, il faut du temps pour comprendre. C'est comme une fois de plus, si on compare, on est dans un lieu littéraire, si on compare ça à un livre, vous ne pouvez pas dire j'ai adoré le livre dès la première page. Oui. Il faut rentrer dans le livre. Et ben dans la cuisine, c'est exactement la même chose. Dans cette notion de goût, c'est exactement la même chose. Petit à petit, ça commence très tôt. Après le biberon, qu'est-ce qui fait que l'on va commencer à aller jusqu'à quelque chose, jusqu'à parfaire son goût et éduquer son goût. Et d'ailleurs, plus vous parlez avec les gastronomes, les gens qui font de cette gastronomie quelque chose d'important dans leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont décidé à un moment donné que s'alimenter, c'était pas juste s'alimenter justement, voilà, et qu'on pouvait y tirer du plaisir. Et ben justement, c'est à quel moment est-ce qu'on a préféré ceci, à quel moment de notre vie est-ce qu'on préfère cela. Le goût change, donc le goût s'éduque, et à partir du moment où il s'éduque, il change. Et je pense qu'il faut aller vers ça pour aller vers une alimentation qui soit une fois de plus engagée avec ce que l'on souhaite. On n'a pas la même notion de goût et d'éducation alimentaire aujourd'hui qu'on pouvait l'avoir il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans et il y a 200 ans. Oui. Donc le respect de la saisonnalité, le respect des produits, le respect d'une cuisine peut-être plus authentique, avec moins de saveurs, mais plus de saveurs, plus concentré, moins de goûts différents, peut-être que 2-3 goûts, mais vers quelque chose de différent. Donc ça s'apprend. Mais comment définissez-vous le goût? Parce que Emmanuel Kant dit que le goût est à la fois subjectif et universel, parce que voilà, il y a une subjectivité, chacun a ses Total. goûts, mais voilà, au service de l'humanité. Bah. Quelle définition donnez-vous du goût? C'est exactement la même chose, dans le sens où, bien évidemment, si on vous dit sucré, salé, acide, le monde entier sait ce qu'est sucré, salé, acide, amer. Bon, maintenant, si vous êtes
d'Europe du Nord, au petit déjeuner par exemple, jamais vous prendrez une boisson chocolatée avec des tartines. Voilà, ça va être du poisson fumé. Si vous donnez ça à quelqu'un qui est d'Amérique du Sud, il va dire ça c'est pas un petit déjeuner, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est l'éducation, c'est flagrant chez les enfants. Autant les adultes ils vont pouvoir passer le cap de quelque chose et aller vers la découverte. Autant vous prenez des enfants de 4 ans, vous prenez un petit Norvégien, vous le mettez au Brésil, vous prenez un petit Brésilien, vous le mettez en Chine, le petit déjeuner pour eux c'est impossible. Le repas c'est impossible parce qu'ils ne sont pas éduqués à ça. L'enfant qui est habitué à son bol de céréales, si vous lui mettez un tartare de je sais pas quoi, quel poisson, de hareng on peut avoir, ou des œufs de saumon fumé au petit déjeuner, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ça, vous voyez. Et bien tout ça, ça fait partie du goût. Alors en effet, il y a des notions qui sont universelles, le salé, l'acide, le sucré. Voilà. Est-ce que vous les appréciez, est-ce que vous les appréciez pas, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, vous savez les définir. Et après, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui pour vous est gourmand, est à votre goût, une fois de plus, et ben ça c'est chacun qui le définit. Et vous et moi n'avons pas les mêmes goûts, et c'est pas pour ça que ce que vous allez trouver super bon, je vais vous dire non, c'est pas super bon. Si vous trouvez ça super bon, parce que ça vous rappelle quelque chose, parce que c'est votre culture, parce que c'est tout simplement votre goût et ce que vous aimez, et ben c'est pour ça, c'est en ça que le goût est subjectif. D'accord. Et le dernier thème abordé par ce philosophe, c'est la question, le domaine politique. Alors, je dirais, j'ai d'une certaine manière déjà la réponse, comme vous venez d'être nommé représentant personnel d'Emmanuel Macron au service de la gastronomie. Le philosophe définit, enfin souligne, et se pose la question, faut-il préférer la localisation, la nourriture, les mets locaux, que la mondialisation? Parce que là, vous êtes vraiment au service de tous les artisans, voilà, toutes les petites mains. Avant tout, il faut le définir. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire manger local? Voilà. C'est plus court. Si vous habitez ici, au 8e étage d'une tour en face de Montparnasse, si vous voulez manger local, il faut que vous définissiez qu'est-ce que c'est que le local. C'est ça. Nous, on définit ça par le terme de circuit court. Un circuit court, ça ne veut pas dire que vous mangez à 5 km de chez vous. Ça veut dire que vous réfléchissez à l'impact de votre assiette. L'impact de votre assiette, en termes de circuit court, c'est quoi? C'est la valorisation du travail de celles et ceux qui ont fait les produits. C'est-à-dire que si vous prenez un fruit, un légume, un poisson, une viande, vous faites en sorte que la personne qui a travaillé pour ça ait une juste rémunération de son travail. Ça ne veut pas dire qu'il doit être à 15 km de chez vous. On a nos dom-toms, on en est très fiers. Oui. On est très content de faire vivre nos dom-toms. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. C'est ça le circuit court. On ne vous empêche pas, si vous êtes à Paris, de consommer les fleurs de courgettes de Provence ou nos ananas de La Réunion, et ainsi de suite. C'est juste de réfléchir à tout ça. Et réfléchir à l'impact, c'est également l'impact social, sociétal et environnemental. Est-ce que si je consomme des haricots verts, est-ce que si j'habite à Paris, est-ce que si je les consomme alors qu'ils sont produits dans la Brie, ou s'ils sont produits dans le sud de la France, ou s'ils viennent du fin fond du Kenya, beaucoup de nos haricots verts viennent du Kenya, ça a des conséquences. Donc c'est réfléchir à tout ça, et c'est de se dire peut-être qu'au lieu de manger des haricots verts qui viennent du Kenya, on est à la fin de l'été, début de l'automne, on a encore nos belles courgettes, on a encore tout ça. On peut changer. C'est pas de rester figé, et c'est pas de donner des leçons, c'est pas de dire vous êtes inconscient de manger ci ou de manger ça. Oui. On peut pas aller contre. On est très content d'exporter nos produits, donc il faut quand même accepter que certains puissent en exporter en France, et donc du coup nous Français en importer. Mais à côté de ça, on veut aller vers une alimentation plus humainement engagée, plus responsable, et de se dire à partir du moment où je consomme ça, je cautionne un certain type d'alimentation, je cautionne quelque chose. Voilà. Quand j'accepte de manger des tomates au mois de janvier, je sais clairement, pertinemment, que c'est très mauvais, et pour mon portefeuille, parce que souvent elles sont très chères, et pour mon palais, parce que souvent elles sont pas bonnes, et en plus ça a un impact sur l'environnement. Donc c'est une question de choix. Moi, ce qu'on dit aux gens, lorsqu'on travaille sur l'éducation justement, c'est pas de stigmatiser les gens en fonction de ce qu'ils mangent, c'est de leur dire attention, ce que vous faites, ça a des conséquences. Voilà. Et je pense qu'à partir du moment où on peut réfléchir à une alimentation qui soit au juste prix, à la juste rémunération pour nos producteurs, mais ça ne veut pas dire quelque chose de low cost forcément, mais ça ne veut pas dire quelque chose non plus de pas cher, mais de mauvais pour la planète, de pas cher et de mauvais pour la santé, c'est toujours trop cher. Donc il faut aller vers quelque chose
juste avec un peu plus de bon sens, ramener un petit peu de bon sens dans notre alimentation. Et alors, c'est hyper intéressant ce que vous dites, et même la place du biologique dans la gastronomie. Quelle est cette place est-ce que vous prenez? Est-ce que vous Bien sûr, enfin le bio français. le bio français, oui. Parce que le bio français, parce que vous savez qu'il y a des bio dans le monde qui acceptent des choses que l'on n'accepterait pas dans notre agriculture conventionnelle, même non Oui, bio. Donc c'est il faut bien mettre la part des choses. Manger du bio, c'est pour le faire venir de 3000 km, ça n'a pas de sens. c'est ça. Donc c'est pas c'est pas ce que l'on prône. Par contre, les circuits courts, le bio, les labels de qualité, la reconnaissance, une fois de plus, des savoir-faire de Ouais. celles et ceux qui font ça, bien évidemment. Mais juste ramener un petit peu de bon sens. Enfin voilà, on peut tous, il y a des applications aujourd'hui, la digitalisation a quand même permis beaucoup de choses. Il y a des applications aujourd'hui qui vous permettent d'acheter, pour le même prix que votre poulet au supermarché, d'acheter le poulet chez un producteur, chez un fermier. Voilà, il y a plein de choses qui existent pour avoir une alimentation qui, pour les moyens qui sont ceux de chacun, soit meilleure pour soi, Ouais. pour l'autre et pour la planète. C'est juste ça, en fait, prendre conscience de... Oui, vous venez de répondre un peu à la question. J'allais vous poser la question du prix, parce que on dit souvent que le biologique est un peu plus onéreux que Oui, le. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et est-ce que vous tendez à ce que, Vous dans vos savez, travaux que vous plus, faites maintenant, est-ce que vous tendez à. les producteurs, moi je ne suis pas producteur, Oui, je mais parle avec eux. oui, c'est ça. Les coûts aujourd'hui sont bien sûr dans le bio, et pas sur tous les produits, mais sur certains produits, ils sont un petit peu plus chers en effet que dans le conventionnel, des fois beaucoup plus chers. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que c'est en allant dans le bon sens Oui, que l'on tirera les prix et que chaque producteur aura une plus juste rémunération de ce qu'il fait. Et plus les gens consommeront du bio français, plus il y aura aussi de transformation, d'exploitation. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens de dire à tout le monde manger bio. On n'a pas ce qu'il faut. Donc il faut accompagner tout ça, accompagner nos producteurs, accompagner le consommateur pour aller petit à petit vers quelque chose de plus raisonnable, de plus raisonné et de meilleur pour tout le monde. Pour soi, pour l'autre et pour la planète. et c'est votre travail en tant qu'ambassadeur, finalement. Oui, bien sûr, c'est mon C'est travail ça. de comprendre déjà le pourquoi, de comprendre quels sont les choix. Vous savez, quand je discute avec certains restaurateurs et qui font encore aujourd'hui le choix d'une viande étrangère. On ne parle pas qualité, on ne parle Oui, pas prix. Souvent, ce sont des viandes plus chères. Mais moi, je cherche à comprendre, mais pourquoi est-ce que dans ton restaurant, tu ne proposes pas une viande d'un producteur qui soit pas forcément à 5 km de chez toi? Quand tu es à Paris, c'est ça. bon, bah, tu es obligé, voilà. Mais on a quand même une qualité de viande française, une tradition de production agricole, de boucherie également. Tout est important, de l'élevage, l'abattage et la transformation, pour avoir des viandes de qualité, pour répondre à tous les critères de consommation de la population, que ce soit à la maison ou hors domicile, que ce soit pour faire un steak haché ou que ce soit C'est pour ça. faire un grand plat de la cuisine française. Donc voilà, c'est juste, et c'est une fois de plus, c'est pas incriminer le restaurateur, c'est juste comprendre à quel moment est-ce que tu fais ce choix-là. Parce que chaque choix a des conséquences. C'est ça. En fait, c'est vraiment une question de bon sens, quoi. Exactement, C'est ce que ramener un dit peu de bon sens. Descartes, là, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Donc, vous voyez, c'est. Guillaume Gomez, notre interview va bientôt s'achever. Une dernière question à tous les jeunes et les étudiants qui, en ce mois de septembre, rentrent dans leurs études supérieures, universitaires. Quel est le message d'espérance aujourd'hui que vous pouvez leur adresser? Alors déjà, il est multiple et varié. Il a pas, c'est pas un message qui est figé. Avant plus, l'espérance, c'est surtout que elle et ils comprennent qu'ils sont l'avenir. C'est-à-dire qu'en effet, s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, ma génération a pu changer quelque chose, leur génération changera aussi quelque chose. Donc je le dis notamment à toutes celles et ceux qui sont dans notre profession, dans la restauration, qui est une profession aujourd'hui en difficulté, où il y a en effet des choses à changer. Enfin, qui mieux que eux, que celles et ceux qui rentrent dans la vie active aujourd'hui, qui vont rentrer dans l'entrepreneuriat, qui vont rentrer dans même la sphère publique, c'est eux qui vont changer les choses. Donc déjà, le message d'espérance, il est que c'est vous qui l'apportez, cette espérance. On compte sur vous autant que vous comptez sur nous, et c'est ensemble que l'on peut changer les choses. Et pour prendre un petit peu de votre moment devenir pour agir, j'ai envie de leur dire surtout agir pour devenir. Parce que c'est en faisant les choses, c'est en travaillant, c'est en construisant qu'ils seront
qu'ils seront. Ça ne veut pas dire devenir le haut de la société ou de définir. Souvent les jeunes en cuisine me disent mais comment on fait pour être chef, meilleur ouvrier de France ou 3 étoiles Mais je dis mais il n'y a pas que ça. Être heureux dans son travail, ça peut être heureux dans son food truck, heureux dans sa crêperie, heureux dans son bistrot en bas de chez soi, heureux chef dans un bateau, heureux, voilà, c'est être heureux dans son travail, heureux à la tâche. Donc c'est vraiment agir pour devenir et surtout leur dire qu'il n'y a pas d'erreur. Être un homme avec un grand H, une femme, un homme, c'est assumer ses choix. On peut faire des choix, on peut se tromper. Il faut le reconnaître, il faut changer ce qu'il faut changer, il faut toujours s'appliquer, toujours travailler. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais rien sans le goût de l'effort. Donc gardez ce goût de l'effort. Les amis, gardez ce goût de l'effort, comme vient de nous dire notre ami Guillaume Gomez. Guillaume Gomez, un infini merci. Merci à vous. Merci pour votre humanité, votre amour pour la cuisine. Et je voudrais terminer par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Ma civilisation a cherché à faire de chaque homme l'ambassadeur d'un même prince. Elle a considéré l'individu comme chemin ou messager du plus grand nombre que lui-même. Elle a offert à la liberté de son ascension les directions aimantes. » Guillaume Gomez, vous êtes ce messager, vous êtes ce chemin de la gastronomie française. Merci de nous redonner, de nous avoir redonné goût encore plus et de nous avoir encore plus fait aimer cette gastronomie française dont nous en sommes vraiment fiers. Merci à vous. Un infini merci et bon courage pour la suite. Merci. Merci. Merci.